Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer un sujet essentiel qui touche de nombreux professionnels, la santé des soignants. Être au service des autres peut être en effet une vocation merveilleuse, mais cela comporte aussi son lot de défis et de pressions. Pour approfondir ce thème crucial, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Maxime Chaliot, médecin et spécialiste de la santé des soignants. Ensemble, nous allons découvrir une véritable boîte à outils pour reconnaître les signes de souffrance et apprendre comment intervenir pour aller mieux. Nous aborderons ensemble les symptômes à surveiller, les stratégies pratiques à mettre en place, et nous verrons comment et vers qui se tourner lorsque c'est nécessaire. Salut Maxime, bienvenue. Salut. Je suis très content de t'avoir sur le podcast, ça fait un moment qu'on voulait se voir et enregistrer tous les deux, donc un grand merci Maxime. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux tout d'abord te présenter à nos auditrices, nos auditeurs, et nous parler de ton travail concernant la santé des soignants, s'il te plaît? Merci à toi, Mathieu. Oui, ça fait un petit moment que je suis ton podcast et oui, je suis très content d'être là avec toi. Donc, moi, je suis Maxime, j'ai 33 ans. Je suis papa d'une petite fille qui a 9 mois aujourd'hui et accessoirement, je suis toubib. Enfin, en vrai, j'aime bien me définir comme hybride entre médecin et patient. Voilà, depuis l'âge de 16 ans, j'ai une maladie chronique, j'ai une maladie du sommeil. Et puis depuis 5 ans, je suis docteur en médecine physique et réadaptation, donc vous connaissez la médecine du handicap. Et en fait, mon parcours, pourquoi je parle de mon côté patient de manière impudique, c'est qu'en fait, ça a déterminé ma passion pour la relation et, et des notions de confiance dans le soin. En fait, depuis que je suis étudiant, j'ai été très attiré par tout ce qui est autour du traitement. Et ça a vraiment déterminé, notamment mon choix de spécialité, mais mon choix d'études et aujourd'hui aussi mon choix d'engagement auprès de la santé des soignants. Donc, à côté de mon travail, j'ai une activité bénévole au sein d'une association qui s'appelle SPS, Soins aux professionnels de la santé. Donc c'est une association qui existe depuis 2015, qui a deux axes de prise en charge majeurs. Le premier axe, c'est en fait une application sur le téléphone ou un numéro vert disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui donne accès à des psychologues en cas de besoin. Donc que ce soit un craquage ou même quelque chose de plus grave, c'est 100% anonyme, 100% confidentiel pour tout professionnel de la santé, pas que les soignants. Et le deuxième axe qui est pas mal développé en ce moment, c'est la prévention. Et donc SPF développe ce qu'on appelle des IJAD. C'est des journées d'ateliers dynamiques tous les mardis et jeudis, toute l'année, de 19h à 20h, sur des thèmes hyper intéressants pour améliorer le quotidien. Ça va être de la communication non violente, apprendre à dire non, connaître ses droits, notamment droit du travail, est-ce que faire 60 heures c'est normal, etc. Le management, plein de thèmes voilà, très intéressants. Et tout ça pour améliorer le quotidien des soignants. Tu me donneras les références, s'il te plaît, je les mettrai Avec dans les plaisir. notes de l'épisode pour qu'on puisse consulter tout ça. Et donc tu es médecin MPR, tu te définis comme un toubib, c'est rigolo, parfois je me définis comme toubib, je trouve ça beaucoup plus sympathique pour certains patients. Et tu es très engagé pour la santé des patients, tu publies beaucoup des posts de grande qualité sur LinkedIn. On comprend maintenant que la santé des soignants est très précaire, voire calamiteuse pour certains. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, d'où provient la souffrance des médecins? Alors oui, on parle de plus en plus de burn-out. Alors pas mal de souffrance au travail dans la population générale. Bien sûr, ça ne manque pas chez les soignants. Mais au-delà de ça,
ce qui se passe, chez les médecins et les soignants en général, c'est, en fait un conflit de valeurs. J'ai accompagné un interne, il y a 2 ans pour réaliser sa thèse sur la qualité de vie au travail des médecins généralistes. Il y a une partie statistique qui est catastrophique, hein, on va pas se mentir, et il y a une partie qui était importante pour moi, qui est, qualitative avec la possibilité de s'exprimer par écrit. Et en fait, ça m'a donné énormément de contenus qui aujourd'hui sont à l'origine de mes posts LinkedIn en grande partie. Mais pas que pour ça, ça m'a permis aussi de comprendre, de faire des recoupements et de me rendre compte qu'au-delà de l'épuisement et du burn-out, il y a beaucoup de similitudes. Ce que je retrouve le plus, c'est ce qu'on pourrait appeler un conflit de valeurs avec des médecins qui sont obligés de travailler, par exemple, de travailler rapidement, sinon ils pourraient mettre à mal leur stabilité économique, ou alors qui sont contraints à mal travailler ou à bâcler. Ils savent théoriquement comment bien accompagner un patient. Il faudrait, par exemple, passer plein de coups de fil pour mettre en place une HAD, un accompagnement palliatif, tout ça, mais faute de moyens, faute de dégradation du système, ils peuvent pas le faire, et du coup, c'est une espèce de travail empêché ou qualité empêchée qui font qu'ils se voient en train d'être un moins bon médecin que ce qu'ils espéraient être, et c'est une déchirure morale, en fait, une Mmh, souffrance qui est au-delà de la fatigue et l'épuisement. Il y a aussi je comprends. un conflit éthique que, par exemple, moi j'ai connu quand je faisais de l'appareillage des amputés. Sur le plan écologique, moi je suis très sensible à la notion de juste soin, c'est-à-dire de prodiguer un soin avec la connaissance de l'impact qu'il aura sur l'environnement, sur le patient, sur soi. Par exemple, les actes chirurgicaux, mais aussi l'appareillage de personnes donc amputées qui avaient un certain âge. Et quand je leur demandais qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'on me disait, moi je veux rentrer chez moi, ça fait déjà 3 mois que je suis en fauteuil, je veux juste être auprès de ma famille, et que, on va dire, mes supérieurs me laissaient entendre que ma file active, que ceci, que cela, il fallait que j'appareille. Je savais pertinemment que la prothèse, j'allais retrouver dans un placard 3 mois après. Elle coûte 10 000 euros. Écologiquement, elle coûte je ne sais pas combien de carbone. Bah, Mmh. d'un point de vue éthique, je devenais le médecin que je voulais pas être, quoi. C'est pareil aujourd'hui, sur LinkedIn, je parlais des infirmières libérales qui, en fait, sont contraints de dire à des patients: «Je ne peux pas vous prendre parce que vous n'êtes pas rentable pour moi». Des patients trop lourds, c'est assez absurde, hein, mais il y a des patients qui sont trop lourds, et donc le système a fait que ça leur coûte plus que ça leur rapporte, et c'est pas de leur faute, et il faut pas croire qu'elles sont satisfaites. Au contraire, c'est hyper frustrant parce que c'est pas du tout dans les valeurs de quelqu'un qui est soignant de devoir faire un calcul, Mmh. et à un moment donné, il faut bien manger, il faut bien raisonner. Donc ça, c'est au-delà de l'épuisement professionnel. Il y a vraiment une crise, une espèce de détresse morale, et c'est tant sur le plan en libéral que à l'hôpital avec les injonctions paradoxales, etc. Très bien, tu as fait un gros effort pour systématiser ça, donc je comprends que la souffrance, elle vient d'abord d'un conflit de valeurs, Mm. le fait qu'on ne peut pas exercer avec la qualité qu'on souhaite et dans laquelle on s'est engagé à faire notre métier, un conflit éthique avec notamment les enjeux écologiques et un conflit donc économique avec le toujours plus pour facturer encore et avoir une activité pérenne. Je te remercie beaucoup Maxime. Est-ce que tu peux me dire les diagnostics? De quoi souffrent les soignants et combien ça représente, en fait, par rapport à d'autres? Oui, C'est quoi alors les pathologies? on a chaque année on va dire des enquêtes, des bilans qui sont faits. Et cette année, donc c'est la MNH, la Mutuelle nationale des hospitaliers, avec Odoxa, qui a fait l'enquête 2024. L'année d'avant, c'est un rapport ministériel. Et donc déjà, globalement, les soignants sont plus malades que la moyenne des Français. Alors en fait, si on demande à un soignant dans les 3 derniers mois, est-ce qu'ils sont tombés malades? Ben oui, à 46%, alors que les Français, c'est 20%.
juste toutes maladies confondues. Après, quelque chose qui est bien plus marqué chez les soignants et qu'on ne peut pas forcément penser, c'est les douleurs et les troubles musculo-squelettiques. C'est 60 à 70% et ça augmente avec l'âge du soignant. 60 à 70% des soignants ont des douleurs et des troubles musculo-squelettiques, tendinite, lombalgie, et, alors que population générale, c'est 30%. Après, alors il y a tous les axes que j'appelle de santé globale. Donc, concernant l'alimentation, les soignants déclarent avoir une mauvaise alimentation, ils sont 35%. Le sommeil, 77% des soignants, je connais tout par cœur parce que Je c'est un vois. sujet que c'est une passion, enfin, c'est hyper important pour moi. Donc 77% des soignants ont une insomnie. Il y a quelque chose qui est aussi important, c'est la sédentarité. 35% des soignants déclarent ne pas avoir du tout d'activité physique. Les addictions, 20% des soignants déclarent avoir un usage problématique ou une addiction avec l'alcool et 15% avec les médicaments. Il y a, comme on disait tout à l'heure quand je parlais du burn-out, si on demande au cours des 2 dernières années, avez-vous déjà eu un épisode d'épuisement professionnel ou burn-out? C'est 57%. Hmm. Il y a troubles de la concentration et de l'attention. Ça, c'est un peu choquant, mais c'est 80% des soignants. Donc, tout ça, c'est bien plus que la moyenne des Français. Donc Ouais, là, c'est 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 incroyable. Ce sont des chiffres catastrophique, en fait. catastrophiques que tu rapportes. Mmh. Euh, donc, différents types de maladies, différents types de douleurs, d'insomnie, d'addiction, de burn-out, de dépression. Ça m'a l'air assez catastrophique. J'espère qu'on va pouvoir quand même donner un petit peu d'optimisme Oui. dans ce podcast, mais c'est important tout d'abord de faire le diagnostic, de savoir de quoi on parle, parce que comme dans notre métier, il faut d'abord savoir d'où on vient pour se fixer des objectifs Mmh. et savoir où aller. Est-ce que tu peux me dire, notamment sur la santé mentale, burn-out, dépression, etc., est-ce qu'il y a des signes que les soignants peuvent eux-mêmes détecter pour à un moment se dire: «Oula, je vais peut-être faire gaffe parce que, je suis pas loin de tomber malade, ma santé mentale est pas loin de passer du côté de la santé à la pathologie». Comment reconnaître une altération de notre santé mentale quand on est un médecin, un professionnel de santé? Mmh. Bah, comme je disais, un des signes, déjà, c'est les problèmes de concentration, heu, d'attention et d'efficacité. Si, vous commencez à être, moins efficace ou à avoir, par exemple, oublié vos clés chez vous, mal fermé la porte, alors que c'est pas habituel chez vous, peut-être, penser à ça, à s'auto-évaluer. Après, il y a plus, d'irritabilité ou, j'appelle ça aussi l'hypersensibilité. Heu, vous êtes ça les réflexions ou le bruit, la lumière va plus être, impactant pour vous. Quand vous vous réveillez, vous êtes déjà fatigué. Ça, c'est assez caractéristique. Vous vous levez la journée, vous êtes déjà un peu en hypervigilance. Hem, Ça commence, c'est les premiers signes, c'est un petit peu ça. Hem, Puis vous êtes quand même coupable à l'idée de prendre un jour de repos ou d'aller consulter un médecin pour, prendre un arrêt maladie, commencer un arrêt maladie, mais qui va faire qui va s'occuper de mes patients si je suis pas là? Tout ça commence à se mettre en place insidieusement. Mmh. Voilà. OK, je te remercie beaucoup. Donc on reconnaît ces premiers signes, on est irritable, on peut oublier des petites choses, on est hyper vigilant, on est moins sympa avec ses patients, on souhaite pas consulter parce qu'on est médecin et on peut se soigner soi-même, ça c'est très bien connu. On sent qu'on va Mmh. arriver dans le burn-out, dans la dépression ou dans l'anxiété chronique. Mmh. Comment est-ce qu'on peut différencier cette situation avec un stress quotidien qu'on peut avoir quand on est médecin, quand on est ou même chirurgien, et cetera. Il faut être stressé, il faut être quand même vigilant quand on Mmh. fait des procédures, on s'occupe d'humains, ou parfois on fait des actes techniques, de la petite Mmh. chirurgie, et cetera. C'est normal d'être stressé. Si on ne l'était pas, je pense qu'on serait des mauvais soignants. Mmh. Alors, comment différencier les 2? Du stress qui motive, un stress qui nous incite à être vigilants pour bien faire
consciencieusement son travail, et le stress qui nous pourrit la vie, qui va nous faire rentrer vers un état pathologique. Ah oui, alors pour ça, moi j'aime bien faire l'analogie avec la douleur. En fait, comme on connaît la douleur aiguë qui est utile, qui est un signe d'alarme et qui est très, voilà, qui reste très très important, et la douleur chronique qui, quand elle s'installe, elle n'a plus aucun intérêt et elle commence à détruire un peu le système. Mais pour le stress, c'est un peu la même chose. Un stress aigu, une montée d'adrénaline dans le cas d'une garde, c'est très sain. Et quand le stress, par contre, se chronicise, c'est là où il commence à avoir des répercussions. Et pour moi, au-delà de l'intensité du stress, c'est quand ce stress-là ne redescend jamais à zéro. Quand je demande à mes patients, j'ai parfois des patients qui sont aussi des médecins ou des soignants, j'aime bien évaluer leur niveau de stress entre 0 et 10. Et comme pour la douleur, au minimum de la journée, est-ce qu'ils sont à zéro? C'est hyper important pour moi de savoir ça, parce que est-ce qu'ils ont un moment de soupape, de décompression à 0/10? Et le plus important, c'est de pouvoir redescendre à zéro. Il y a beaucoup de soignants, parfois même le soir, même la nuit, même le sommeil ne leur fait pas redescendre à zéro. Ils se lèvent le matin, ils Mmh. font déjà minimum 3/10 de tension. Et pour moi, c'est là où c'est pathologique. C'est quand l'épisode aigu, utile, de stress, ne redescend pas, en fait. Ne C'est très retombe. clair. Je vais te piquer cet outil-là. Et Bah, avec puis même plaisir. l'échelle visuelle analogique de Mais c'est la tension même, ouais. mentale, ah, ça existe physiquement, c'est un objet qui existe. Non, bah, on peut le créer ensemble si tu veux. Excellent, excellent. Tu prends celui Moi, de je la douleur fais et puis échelle verbale. l'échelle verbale de tension nerveuse. Ouais. Très bien, excellente idée. Je vais te piquer cet outil-là. Maxime, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hem Et avant d'arriver dans ce cas-là, on va plutôt le prendre dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des stratégies préventives que les soignants, que nos consoeurs, que nos confrères peuvent adopter pour préserver cette santé mentale? Donc on comprend bien, et puis ça varie selon l'année, selon, Mmh. l'individu et cetera. Dans un même soignant, on peut avoir des périodes plus stressantes que d'autres et cetera. Ça, j'entends bien, c'est pas Mmh. gravé dans le marbre. Mais avant vraiment d'être malade, de tomber malade, c'est quoi les stratégies préventives pour éviter ça? Donc on a compris les signes d'alerte, les Mmh. drapeaux orange, on va dire. Ouais, Hem, comme pour la douleur. OK, et donc quand on est en drapeau vert et drapeau orange, c'est quoi les stratégies pour, faire marche arrière et se dire: «Ouh là, OK, il faut que je fasse des choses». Tu vas nous dire quoi? Mmh. Pour éviter de tomber malade? Ben, déjà, je pense qu'il faut s'évaluer. Heu, le plus simple, bon, il y a l'échelle HAD. Franchement, ça coûte rien, ça prend 5 minutes. Vous la connaissez tous, on l'utilise pour les patients. Pourquoi pas se l'appliquer à soi-même? Si on Rappelle-nous, commence à c'est quoi l'échelle HAD pour ceux l'échelle qui sont pas anxiété et coutumiers du fait? dépression, c'est une question qui donc donne notre niveau d'anxiété et de dépression. Et encore, pour être encore plus précis, il y a le test de propagation, du site Souffrance et Travail. Et ce test, il est beaucoup plus précis sur: est-ce que je suis en surchauffe? Est-ce que je suis en début d'épuisement professionnel? Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Ouais, très important, parce N'hésitez pas que à faire le test. avant, est-ce que je suis drapeau orange? Bah, en fait, allez, je m'évalue. Et je m'évalue régulièrement. C'est pas parce que, au début de l'hiver, bah, ça va, je suis plutôt à un niveau normal, que 2 mois après, après une grippe, après, un événement, difficile. Donc ne pas hésiter à même limite tenir un journal, Mmh. le journal de notre, humeur, un journal, même d'un autre côté, des côtés positifs, des anecdotes de patients, de gratitude. Tenir, voilà, un journal et s'évaluer régulièrement avec des tests fiables, pardon, comme l'HAD ou le test de propagation de souffrance et travail. Ça, c'est le premier point, évaluation. Et le 2e point, c'est comme je disais tout à l'heure, le stress, quand il devient chronique, enfin, le stress devient problématique quand il redescend pas, il retombe pas. Et donc les outils, en tout cas à mes yeux, qui sont les plus importants, c'est tout ce qui va permettre de faire une soupape, de faire un sas de décompression. Donc, ça dépend des gens, hein. Personnellement, moi, j'utilise la cohérence cardiaque ou l'auto-hypnose. Mais des personnes, ça va être le cardio-boxing, le sport,
le chant, le karaoké. En tout cas, il faut ritualiser des moments de pause. Et clairement, le midi, c'est fait pour prendre une vraie pause déjeuner. Hmm. Entre deux patients, même si c'est pratique de les enchaîner, parfois, 3-4 respirations, surtout si la consulte a été dense, chargée émotionnellement, ça mange pas de pain. C'est des petits outils qui font passer le stress qui est par exemple à 8 sur 10 à 4 sur 10. Clairement, votre corps, il vous remercie. Magnifique. Et tu as tout à fait raison de préciser qu'en fait, il n'y a pas de méthode universelle. Là, je crois que tu vas nous partager une méthode en cas vraiment de stress aigu. Puis je vais en partager une aussi que j'applique moi-même. Par exemple, entre deux patients ou quand vraiment on sent que ça bat très fort et qu'il faut que Mmh. ça redescende pour canaliser un peu cette énergie. Mais tu as raison de préciser qu'il n'y a pas de méthode universelle. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est très bien, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, Mmh. chez qui ça stresse. Donc en fait, il faut se tester, il faut tester différentes choses, prendre ce qui fait du bien, mais il n'y a pas de méthode universelle. Néanmoins, cet épisode, il se veut quand même pratique, comme ce que je fais habituellement sur ce podcast. Est-ce que tu peux me partager une méthode à employer quand vraiment ça chauffe, quand vraiment il y a le stress, il y a les surrénales qui se compriment comme des éponges, il y a le cortisol au plafond, on est dans un état second, on est comme un lion en cage. Est-ce que tu aurais une méthode assez fiable qui peut marcher sur un grand nombre de nos consoeurs et de nos confrères pour faire redescendre la tension? Et comment tu fais, toi? Alors ma méthode, elle est simple, c'est 4 respirations et chaque respiration, l'inspiration dure 4 secondes et l'expiration 4 secondes. Et si tu veux, on peut le faire là. Avec grand plaisir, tu m'expliques, là je suis ton patient et tu vas Alors vas-y. m'expliquer comment on fait. Bah, voilà, tu es entre 2 consultations, Ouais. ça a été compliqué, tu as 20 minutes de retard, les patients ils râlent dans la salle d'attente. Mais là, tu fermes la porte, tu fermes les yeux, tu t'installes et tu commences. Alors, inspiration, expiration, Par la bouche ou par le nez? par la bouche. OK. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Voilà. Excellent. Et là, les patients, du coup, ils crient plus en salle d'attente? Si, si, il crie toujours, mais Mais notre corps beaucoup moins. ça te passe au-dessus, un peu plus. Moi, je vais t'en partager une. Allez, C'est, avec plaisir. Andrew Huberman qui l'a décrit. Tu sais, c'est un des plus gros podcasts du monde. C'est un chercheur de Stanford qui fait un podcast, qui est en anglais, long, qui est ultra documenté et en fait, c'est son équipe qui a popularisé, il appelle ça le soupir physiologique et c'est selon lui, donc c'est vraiment un mec sérieux, hein, la Mmh. méthode la plus rapide pour faire, baisser les pulsations cardiaques en quelques secondes et OK, j'avoue que c'est quand même pas mal. Je vais te faire l'exercice avec toi si tu veux bien. avec plaisir. C'est très simple, on va en faire 2 cycles. Tu prends une grande inspiration maximale par le nez et quand tu arrives au maximum, tu fais une mini pause et tu refais une mini inspiration par-dessus, par le nez une deuxième fois, avant de d'expirer longuement vers la bouche. OK. Alors regarde, on fait ça tous les 2 si tu veux. Inspire, tu bloques, tu inspires encore et tu souffles par la bouche le plus longtemps possible. Alors t'agites pas trop, je vois que ton corps qui se mobilise beaucoup. Fais ça immobile, simplement en essayant du maximum possible, mais sans essayer de tirer non plus ta paroi. On refait, t'inspires à fond par le nez. Ça bloque à fond encore par le nez une deuxième fois. Et tu souffles à fond par la bouche lentement. Voilà, ça c'était le soupir physiologique. Et moi, personnellement, ça marche pas mal.
Ouais, Maxime, est-ce que tu peux me parler des bienfaits, de se rapprocher d'aide, de communauté dans ce cas? Tu m'as déjà abordé ta superbe association SPS. mmh. Rappelle-moi ce que ça veut dire SPS? Soins aux professionnels de la santé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres groupes, d'autres intervenants, auprès desquels on peut se rapprocher quand on est en souffrance et qu'on a besoin d'aide? Alors oui, déjà, bon, pour parler des bienfaits, en fait, les médecins, on est une population qui est, terriblement seule. En fait, même si on travaille en équipe, au cabinet ou même à l'hôpital, quand on fait une erreur, quand il y a des soucis, en fait, on est tout seul avec, notre merde, en fait, enfin nos problèmes et bah, rejoindre une communauté, je pense que ça permet de briser cet isolement, pouvoir juste parler de ses émotions. Il y a une époque, il y avait on appelait ça des groupes, il y avait des groupes Balint. C'était, Mmh. en fait des groupes d'entraide entre pairs, avec un tiers qui permettait de voir quels enjeux, émotionnels pouvaient se jouer dans une relation conflictuelle avec un patient, dans une difficulté, tierce et ces groupes ont été petit à petit abandonnés. Heu, Probablement parce que la culture, médicale sacrificielle et l'évolution qui fait que les médecins ont plus du tout le temps, même plus une seconde pour prendre soin d'eux, fait que ça s'est passé à la poubelle. Alors que pour moi, c'est essentiel. Les psychologues, ils ont, obligation d'être supervisés. Nous, je vois pas pourquoi on n'aurait pas obligation presque d'avoir un tiers à qui confier, nos difficultés, notre santé physique, mais aussi, émotionnelle. C'est Et clair. donc je pense que rejoindre, en tout cas rejoindre une association, voire même rejoindre, voilà, un groupe, heu, d'entraide. Donc il y a d'autres associations, il y a MOTS, qui, s'occupe des soignants. Il y a Guérir en OK. mer qui est à Marseille. Bon, Guérir en mer. je fais un petit peu la liste. Ouais. Donc Guérir en mer, c'est fait par Marine Crest, qui est médecin généraliste, qui est une association d'entraide pour les soignants, qui leur permet d'aller, décompresser en mer. Waouh! Ah, c'est génial. Il y a, MedAid, donc ça, c'est, l'URPS, des médecins libéraux Ouais. qui, a mis en place des guetteurs-veilleurs, donc des médecins, des pairs qui sont vigilants à la santé de leurs confrères et qui s'occupent vraiment en fait, de façon large, ça va être jusqu'aux problèmes financiers, voire même divorce personnel. En tout cas, c'est un gros accompagnement. Une entraide. Il y a plein de choses et moi, personnellement, j'aimerais, créer un groupe d'entraide entre médecins sur Facebook ou sur LinkedIn pour, en fait, je me suis aperçu lors de, la thèse sur la qualité de vie des médecins qu'il y avait beaucoup de médecins qui avaient pas de médecin ou, qui allaient voir le médecin, en allant voir un pote, un ami et cetera et en essayant de comprendre pourquoi. En fait, c'est souvent, bah, on met notre santé vraiment en dernier, c'est un peu tabou et cetera et je me dis: «C'est dommage, on a les ressources collectivement pour prendre soin, d'un autre médecin ou de prendre soin de nous collectivement et c'est dommage de ne pas le faire, de chacun se sentir seul» et donc si des personnes d'ailleurs sont intéressées pour, s'engager avec moi ou me rejoindre, vous pouvez me contacter, sur LinkedIn, Maxime Chaliot ou sur Facebook où mon nom c'est Maxime Go, G-O. J'ai changé mon nom parce que je voulais pas que mes patients me contactent, Mmh. mais c'est trop tard maintenant. Non, je plaisante. C'est vrai. Mais, et en fait, moi, ce que je me suis aperçu en m'engageant également, c'est un bénéfice, on va dire secondaire, ça me permet de vraiment, c'est hyper, important, c'est que ça transforme, on va dire cette énergie négative en espoir et en vraiment plus je m'engage pour les soignants, plus je vois de l'espoir plus je vois des modifications, des prises de conscience dans cette culture médicale sacrificielle. Je vois qu'il y a de plus en plus de médecins qui disent non, de plus en plus de médecins qui osent, voilà, dire stop à ce voilà, sortir de ce cercle vicieux et donc ça me donne beaucoup d'espoir.
En tout cas, un grand bravo. J'adore ton travail, j'adore ton état d'esprit. C'est ultra utile. Je vais essayer de diffuser cet épisode parce on va avoir des ressources incroyables pour Ouais. nos confrères, nos consoeurs. Donc, je vous recommande vraiment d'aller suivre Maxime sur LinkedIn. Je vais mettre toutes les notes dans l'épisode. Merci infiniment. Ça valait la peine d'attendre plusieurs mois avant Ouais. de faire cet épisode ensemble. Maxime, je te dis à très bientôt. Je te laisse, si tu le souhaites, un dernier mot de la fin. Tu n'es pas obligé. Si tu souhaites rajouter quelque chose euh, dont tu aimerais préciser Mmh. l'état avant qu'on se quitte. Et je te remercie. Juste de dire que la santé des médecins, la santé des soignants, c'est pas un luxe, c'est vraiment la pierre angulaire, de notre système. Pour un système de qualité, pour bien prendre soin de nos patients, il faut prendre soin de nous. Voilà, merci. À bientôt, Maxime. À bientôt, bye bye. Félicitations, vous êtes bien arrivé à la fin de cet épisode du podcast. S'il vous a plu, si vous avez appris des choses utiles et que vous souhaitez que je poursuive ce travail, vous pouvez vous abonner à ce podcast et en parler à un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Et si vraiment vous voulez m'aider, vous pouvez me laisser une note de 5 étoiles sur vos applis et un petit avis sympa pour référencer ce podcast. Pensez également à vous abonner à la newsletter, je vous envoie chaque mois un mail à haute valeur ajoutée pour la médecine générale, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt!